tout le monde. Je suis désolée d'être arrivée en retard, mais je n'avais pas bien compris que c'était un samedi. Enfin bref, c'est pas grave. Je suis contente d'être là. En plus, le lieu est vraiment super chouette. Moi, j'étais jamais venue jusqu'ici. Alors, effectivement, je faisais partie de la délégation française, là, comme ça, c'est mieux. Voilà. Je faisais partie de la délégation française avec Marius à la COP, mais là, aujourd'hui, je viens pour vous parler de notre rapport sur le financement de la SNB. Donc, on a adopté une première SNB, une première version, plutôt, devrais-je dire, de la SNB en avril ou mars 2022, étant entendu qu'on allait s'adapter ensuite aux résultats de l'accord mondial sur la biodiversité. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, il y a des travaux qui sont en cours pour adapter la SNB aux objectifs qui ont été adoptés. Ça, je pense que c'est important. Mais pour ne pas rester sans rien faire dans l'intervalle, les ministres nous ont confié une mission donc, à l'IGEDD, qui en fait est l'ancien CGEDD. On a juste changé de nom, mais c'est la même organisation. Donc c'est le corps d'inspection du ministère de l'Environnement, avec l'IGF. Et ça, je pense que c'était vraiment important. Donc je me suis retrouvée dans une situation assez intéressante. Alors mes collègues de l'IGF ne pouvaient pas venir aujourd'hui, mais ils m'ont chargée de les représenter. Mais j'étais la seule représentante du ministère de l'Environnement avec une batterie de 3 jeunes. Donc c'était assez sympa, je dois dire, d'avoir des garçons qui sont au départ pas des experts sur les sujets biodiversité et qui se sont rapidement convaincus de l'importance de ce dossier et de l'importance d'autant plus que finalement on n'a pas beaucoup d'argent, c'est ce que je vais vous montrer. Donc ça coûte pas très cher et on arrive à faire beaucoup de choses avec peu de moyens. Et ça, je pense que pour l'IGF, ça a été une découverte utile et importante qui a fait qu'ils ont vraiment mis beaucoup d'énergie dans la production de ce rapport, qui a donc été publié le 6 janvier dernier, mais qu'on avait sorti avant la COP pour que je puisse aller à la COP, parce que j'ai du mal à faire 2 choses en même temps quand même. En tout cas, surtout la COP et autre chose en même temps, c'est pas possible. Donc voilà. Alors, les moyens, la première chose qu'on a fait dans le cadre de cette mission, c'est une évaluation des moyens actuellement dédiés aux politiques de biodiversité. Ça a l'air facile dit comme ça. En fait, c'est très compliqué. Je ne vous fais pas la retape sur la biodiversité disparaît, c'est la cata, etc. Je sais qu'ici, tout le monde est bien au courant. Donc, on va gagner du temps en sautant cette slide. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est vraiment de faire les comptes. Et en fait, c'est compliqué parce qu'il y a un certain nombre d'intervenants différents. Un gros morceau, c'est évidemment les intervenants publics. J'allais dire que c'est pratiquement la totalité des financements existants parce qu'on a une visibilité sur les financements privés qui est malheureusement très faible. On ne voit pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que c'est très difficile de les trouver. Et c'est très mal recensé. Et donc, on a des financements publics qui sont très partagés entre différents types d'acteurs. On a évidemment le gros morceau qui sont l'État et les opérateurs de l'État, donc principalement les agences de l'eau et l'OFB, qui sont dédiées à ces missions-là. Ensuite, on a un gros morceau qui est quand même les collectivités territoriales. Le gros bout étant porté, contrairement à ce qu'on pourrait penser, par les départements, qui ont une ressource fiscale dédiée, ce qui explique pourquoi, en fait, c'est eux qui représentent le gros morceau. Et ensuite, on a un petit morceau. Alors, quand on regarde les politiques directement pour la biodiversité, je dis petit, c'est les fonds européens. C'est plus gros quand on regarde les politiques en lien avec la biodiversité. Parce qu'on a divisé dans la mission les comptes en 2 parties. Les politiques qui sont directement destinées à la biodiversité, donc les aires protégées, la restauration, tout ce qui est l'action directe sur la biodiversité. Et les politiques qu'on a appelées connexes, c'est-à-dire des politiques qui, en fait, agissent directement en faveur ou en défaveur de la biodiversité. Et là, évidemment, il y a bien entendu tout ce que les agences de l'eau, en positif, font pour le grand cycle de l'eau, qui n'est pas directement lié à la biodiversité, mais qui a quand même un impact très fort. Et puis, pour les aspects moins positifs, en tout cas, on y reviendra, c'est évidemment tout ce qui concerne les subventions agricoles. Et puis, il y a également, bien sûr, des subventions qui sont aussi liées pour aider à la désartificialisation des sols, pour l'objectif zéro artificialisation nette. Donc voilà, donc on arrive à un total qui n'est pas énorme, comme vous pouvez le constater. On est à 2,2 milliards pour les politiques directement dédiées à la biodiversité et 2,4 pour les politiques dites connexes. Donc ce qu'on a fait comme recommandation, c'est d'une part d'améliorer la connaissance, donc pour qu'on puisse mieux savoir quel argent
est réellement dépensé pour la biodiversité, et que ce soit au niveau de l'État, puisqu'on a aujourd'hui un budget vert, vous le savez, dont on a trouvé qu'il n'était pas totalement fiable, pas suffisamment fin, en tout cas sur les sujets biodiversité, comptabilisant parfois des choses dans le domaine de la biodiversité qui en réalité n'ont rien à voir avec la biodiversité. C'était vraiment à la grosse louche. Et alors le principal évidemment problème, c'est surtout pour les collectivités, où là on a une visibilité qui est très très faible. Les régions, ça progresse, puis en plus il y a les budgets verts des régions qui sont en cours de mise en place, et ça va être une vraie source d'information. Mais même pour les départements qui ont une recette dédiée, on voit qu'il y a un décalage très fort entre le montant de cette recette et les dépenses, qui sont évidemment inférieures au montant total de la ressource, alors que normalement, elle devrait être affectée. Donc on a ici une perte d'argent dont on ne sait pas très bien où elle va. Et puis le grand trou noir, c'est la collectivité du quotidien, c'est-à-dire les municipalités, qui fait beaucoup de choses, mais on ne sait pas ce qu'elle fait parce qu'elle n'a pas du tout les comptes qui sont établis pour qu'on voit ce qu'elle fait. Par contre, quand vous prenez la liste, par exemple, des fonds européens, si vous regardez tout l'argent dépensé par le FEDER, vous allez voir qu'il y a plein de budgets communaux. Donc ça ne veut pas dire qu'ils font rien, ça veut juste dire qu'on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Et il n'y a pas de compte public aujourd'hui qui permettent de le savoir. Ensuite, on a vu que ces moyens donc, étaient limités. D'abord, on a constaté qu'il y avait eu une très faible augmentation, que l'augmentation récente, elle est principalement liée au plan de relance. Donc c'est bien parce qu'elle a eu lieu et elle a été efficace et l'argent a été dépensé et c'est très positif. Mais sinon, il y avait une forte stagnation de cette dépense, alors que pourtant l'enjeu biodiversité monte en préoccupation. Donc il y a un décalage entre les deux. Voilà. Et ensuite, on a examiné un peu en détail la SNB, qui est un outil très complet, mais qui n'est pas facile à manœuvrer parce que, d'abord, il est en contact avec d'autres stratégies. Alors, des stratégies qui sont intégrées directement dans la SNB, comme la stratégie nationale des aires protégées, par exemple, ou la stratégie zone humide. Mais on a par ailleurs d'autres stratégies qui sont un peu plus décalées, comme par exemple le plan d'adaptation ou la stratégie carbone, et dont il faut effectivement vérifier qu'il y a bien une adéquation entre ces stratégies de telle manière que ça puisse fonctionner de façon positive. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est ce que je vais développer après, c'est qu'on a fait une hiérarchisation des mesures pour évaluer les besoins nouveaux avec l'aide de l'OFB et de l'ADEME là-dessus pour qu'on soit en capacité de classer. Voilà, donc du coup, on a fait une petite reco qui est de dire qu'il faut bien hiérarchiser. Il faut aussi faire quelque chose à l'échelle interministérielle, puisqu'il y a beaucoup de politiques qui sont portées par d'autres ministères, par exemple le ministère de l'Agriculture, qui s'occupe aussi de la forêt et de la pêche, des détails en matière de biodiversité. Et donc aussi une territorialisation qui est très importante et qui est très forte, puisque comme vous le savez, la biodiversité, c'est à l'échelle locale. Alors, les subventions dommages, dont on avait parlé tout à l'heure, c'est effectivement, alors d'une part, c'est l'un des grands résultats de la COP15, parce qu'on a une cible dédiée avec un chiffre, ce qui a été un combat jusqu'à la dernière minute, je peux vous le dire, d'avoir un chiffre. Et donc on espère que ça va rajouter une pression. Et ensuite, le constat qu'on a fait, il est sous-estimé. Là, je le dis très clairement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dépenses défavorables à la biodiversité que nous n'avons pas été en capacité de coter, parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Par exemple, ce qui ne va pas avec la biodiversité dans les énergies renouvelables, on n'a pas pu le définir. On sait qu'il y en a, mais on ne savait pas le coter, donc on n'a pas pu le mettre. C'est pour vous donner un exemple simple. Donc on est dans une cible qui est sous-évaluée. Du coup, on s'est concentré sur vraiment les sujets principaux, qui sont l'agriculture, bien entendu. Alors là, pour le coup, on a fait un travail très fin. On est vraiment rentré dans les détails. On a tout regardé, y compris dans le pilier 2, voilà, où on n'a pas tout mis. Dans le pilier 1, on a gardé que ce qui va au bio. C'est un choix. On peut le critiquer, mais c'est notre choix. Voilà. Comme positif, j'entendais évidemment. Tout le reste, c'est négatif. Et puis après, on a regardé évidemment tout ce qui est artificialisation, avec principalement le logement et les transports. Alors là aussi, on n'est pas sur un chiffre complètement abouti, parce qu'on a regardé évidemment ce que dépense l'État, mais pour regarder ce que dépensent les collectivités, on a regardé les contrats de plan État-région, mais ce n'est pas non plus suffisamment fin. Donc là aussi, on sait qu'on est en sous-estimation
très probablement, notamment sur le routier. Sur le ferroviaire, on a par contre corrigé des erreurs qu'on a trouvées dans le budget vert, où par exemple des dépenses d'entretien du réseau ferroviaire étaient cotées comme négatives pour la biodiversité, alors que si c'est de l'entretien du réseau ferroviaire, c'est pas négatif pour la biodiversité. Donc on a fait des corrections de ce type-là. Donc on arrive quand même à un chiffre assez important, puisqu'on arrive à plus de 10 milliards, 10,2, c'est-à-dire 4 fois plus que ce qui est dépensé de façon positive pour la biodiversité. Et donc évidemment, c'est notre recommandation numéro 1, c'est que c'est à ça qu'il faut s'attaquer en premier, puisque comme vous le savez, ça coûte plus cher de restaurer que de ne pas détruire. Voilà, tout simplement. Donc quand on me dit « Ah, est-ce qu'il va y avoir plus d'argent grâce à votre rapport ?» Je dis ce qu'il faudrait surtout, c'est d'abord qu'on évite de détruire. Et déjà, si on commençait par faire ça, on aurait déjà gagné beaucoup d'argent. Voilà. Alors ensuite, donc pour la SNB, notre évaluation, donc on a mis en place des critères de hiérarchisation, comme je vous disais tout à l'heure. Alors pourquoi il y a 0 sur la transition agroécologique? Ça, j'explique tout de suite parce que sinon ça va faire bondir. C'est parce que, en fait, nous, notre vision des choses, et ça c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est qu'on n'a pas besoin de mettre plus d'argent dans l'agriculture. Il y a déjà un budget énorme avec la PAC. Ce qu'il faut, c'est orienter les financements de la PAC mieux. Donc nous, nos recommandations, ce n'est pas forcément d'avoir plus d'argent, alors pas moins non plus, hein, donc parce que le ministère de l'Agriculture ne nous a pas dit qu'il avait des besoins nouveaux, mais nous, on considère que tout ce qui est en cours, et notamment les aides au bio, notamment les aides en forêt, notamment, bon, voilà, tout un certain nombre de choses qui sont déjà faites doivent être poursuivies. Mais par contre, on n'a pas besoin d'argent en plus. Par contre, ce qu'il faut, c'est réorienter une grosse partie de l'argent qui est utilisé aujourd'hui dans le cadre de la PAC et qui n'est pas suffisamment avec des critères suffisants de respect de la biodiversité. Voilà. Donc on a classé tout ça pour essayer d'arriver à quelque chose. Et comme vous le voyez, donc on arrive à un total de 619 millions par an dès cette année et jusqu'à pratiquement 900 millions d'euros par an en plus en 2027. Alors, ce qu'il faut aussi comprendre, on a aussi compté les gens, hein, vous inquiétez pas, on a aussi fait le compte des êtres humains, parce qu'on sait très bien que dans le domaine de la biodiversité, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'agents sur le territoire en capacité de faire. Donc on a aussi fait des propositions pour renforcer les services déconcentrés de l'État et aussi les établissements publics en charge de la biodiversité, notamment l'ONF, l'OFB et le Conservatoire du littoral. Voilà, mais bon. Après, c'est vrai que du coup, on n'a pas mis dans les agences de l'eau. Bon, ça peut se discuter, mais bon, il fallait essayer de faire un choix qui pourrait donner lieu à ensuite une mise en œuvre. Et ensuite, je voulais aussi dire quelque chose d'important, c'est qu'on a compté qu'il y avait des besoins qui sont des besoins supplémentaires, c'est-à-dire qui sont des choses complètement nouvelles, qui ne sont absolument pas pour le moment budgétées. Par contre, il y a des choses qui existent déjà. Alors, je ne vais pas revenir sur la PAC parce qu'on en a déjà parlé, mais par exemple, le gouvernement avait déjà annoncé énormément d'argent pour la forêt. Bon, c'est très bien, mais il faut que ce soit pour la forêt qui protège la biodiversité, pas pour la forêt qui sert qu'à faire de la production forestière. Il y a un fonds friche, c'est formidable. Il faut aussi que ce fonds friche permette d'avancer sur les sujets liés à l'artificialisation. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'en net, ça fait moins qu'en brut, mais ça sous-entend qu'il y ait une redirection d'un certain nombre de financements, ou en tout cas un renforcement des critères biodiversité dans ces politiques. C'est dit aussi dans notre rapport. Et puis, on a aussi pris en compte le renforcement demandé par les agences de l'eau dans le cadre de la SNB. On a fait un travail très fin avec elles, enfin grâce à elles d'ailleurs, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à vraiment écheniller leurs besoins pour qu'on regarde vraiment ce qui est vraiment nécessaire et ce qui concerne vraiment la biodiversité. On est arrivé à 115 millions par an sur tout le cycle. Donc ensuite, ce qu'on a voulu faire passer comme message, c'est qu'il faut absolument que cet argent soit territorialisé. Donc ça, c'est déjà lancé par le gouvernement avec le pacte vert, etc. Donc là, il y a vraiment des choses à faire. Mais pour nous, c'était vraiment important de le dire. Il faut que l'argent aille dans les territoires. On l'a vu, on a fait des visites de terrain et on a vu que notamment dans le cadre du plan de relance, les choses qui ont le mieux marché, c'est des actions de restauration qui ont pu être lancées grâce à des crédits État qui étaient apportés en complément des crédits des collectivités, évidemment aussi possiblement avec des crédits de l'Union européenne en complément. Et grâce à ça, on arrivait à faire des choses qui étaient des dossiers qui étaient bloqués depuis 10 ans.
Et c'est pour ça qu'il y a eu un succès énorme du plan de relance dans les territoires. C'est parce qu'en fait, on avait toute une kyrielle de projets qui étaient dans les tiroirs, qu'on a pu sortir très facilement et auxquels il manquait finalement pas grand-chose. Un peu de mise en avant et quelques crédits supplémentaires qui pouvaient déclencher un mouvement. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Et pour nous, c'est vraiment très important qu'il y ait une enveloppe spécifique qui soit mise à la main du préfet et donc des DREAL derrière, pour que l'État puisse arriver en cofinanceur des actions qui sont lancées par l'OFB, par les agences de l'eau, et évidemment en partenariat avec les collectivités à l'échelle locale. Ça, pour nous, c'était vraiment un sujet important. Alors, on n'est pas arrivé exactement au même résultat, parce qu'il y avait le budget du Fonds vert qui était en cours de définition budgétaire en même temps. Bon, on a eu des petits problèmes de calendrier, donc on n'arrive pas exactement à la même somme, mais l'idée est la même, et à la fin, les montants financiers sont à peu près les mêmes. Ce qui est vraiment important, c'est d'aller sur le territoire. Notamment, il y a un besoin qu'on n'a pas chiffré de façon précise, c'est le besoin de restauration. Comme vous le savez, il y a un règlement européen avec une étude d'impact qui envisage 2 milliards par an en France pour la restauration, ce qui est un chiffre énorme par rapport à nos voisins. Donc, il y a beaucoup de discussions à l'échelle européenne. Nous, on n'a pas voulu le chiffrer de cette manière-là parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la restauration, elle est comprise dans beaucoup d'actions qui existent déjà. Donc, nous, ce qui nous paraît le plus important, c'est de débloquer des crédits sur le territoire pour que des actions de restauration mêlées à d'autres types d'actions puissent être menées. Donc, on n'a pas chiffré le besoin de restauration de façon autonome. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. De toute façon, après, s'il y a d'autres questions. Alors, pour finir, on a quand même fait d'autres recommandations sur d'autres sujets, même si ça ne nous était pas demandé de façon claire. Mais c'est comme ça, les inspections, on parle aussi des choses dont on a envie de parler. Alors, d'abord, on a dit qu'il fallait ajuster le principe pollueur-payeur sur les faibles ressources fiscales qui sont aujourd'hui des ressources fiscales affectées et concernant vraiment le principe pollueur-payeur. Bon, c'est des réformes qui sont déjà en cours, qui ont déjà été discutées entre la direction du budget et la direction de l'eau et de la biodiversité. Donc, c'est juste pour leur donner un soutien. C'est pas majeur. Par contre, ce qu'on a regardé vraiment en détail, parce qu'on ne cherchait pas une ressource fiscale, parce qu'on savait que si on cherchait une ressource fiscale, on n'allait pas être suivi, mais on a vraiment regardé les comportements fiscaux qui conduisent à une action défavorable à la biodiversité. Et ça nous paraissait être vraiment important. Et donc, s'il y a des changements qui sont faits dans ce domaine-là, ce ne sera pas forcément pour avoir des ressources nouvelles, mais par contre, c'est encore une fois pour éviter de détruire ce dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est quand même vraiment notre objectif. Hein. Et donc là, typiquement, on a constaté qu'on avait dans la fiscalité du foncier beaucoup de choses qui ne sont pas du tout favorables à la biodiversité et qu'avec des petits changements qui sont sur des petites sommes, on pourrait petit à petit aboutir à des changements de comportement qui seraient très positifs pour les terrains. Par exemple, on a constaté que les terres agricoles en France sont extrêmement défavorisées par la fiscalité telle qu'elle existe aujourd'hui. Et ça conduit à la transformation des terres agricoles en terres constructibles. Enfin, ce n'est pas le seul facteur, évidemment, mais cette fiscalité défavorable, elle favorise cette action d'imperméabilisation. Alors, on a quand même proposé, comme d'ailleurs on l'avait fait dans le rapport sur les aires protégées, un petit truc sur la taxe de séjour, parce que nous, on trouve quand même qu'il y a un lien direct entre le tourisme et la biodiversité. Les gens viennent quand même dans les lieux parce que c'est beau et parce qu'il y a de la nature. Et après, il n'y a pas forcément de retour entre la taxe de séjour et les espaces protégés. Alors c'est vrai que dans le code, il est possible quand même d'affecter une partie aux aires protégées qui sont en proximité. Donc c'est pour ça qu'on l'avait proposé dans le rapport aires protégées. Bon là, on a fait un peu différemment. C'est mes collègues de l'IGF, ils préféraient faire comme ça. Moi, je me suis dit, c'est bien, on retape sur la taxe de séjour. Donc là, l'idée est de donner une partie de la taxe de séjour à la région pour qu'elle ait une ressource dédiée, puisque la région, pour le moment, n'a pas de ressource dédiée, alors qu'elle est chef de file pour la biodiversité. Et on pense que cela peut nuire à leur implication. Après, ils s'occupent des fonds européens, normalement, mais... autre chose qu'on a constaté, c'est qu'il y avait un problème avec la séquence éviter, réduire, compenser. Je pense que là, j'enfonce un peu des portes ouvertes. Mais bon, ça fait toujours plaisir de l'écrire. Donc voilà, donc là, on a redit que c'était très, très important et qu'il fallait absolument la mettre en œuvre totalement. Et que, notamment sur la compensation, on pourrait peut-être travailler
sur les offres de compensation, de telle manière qu'on facilite la vie des collectivités. On a vu notamment des collectivités vraiment de bonne foi qui étaient dans des vraies difficultés pour trouver de la compensation. Et on pense qu'on pourrait aider. On a regardé un peu les exemples étrangers. Il y a des choses qui sont assez intéressantes qui se font notamment aux États-Unis. Donc, il y a sûrement des choses à améliorer dans le domaine de la compensation. On a aussi voulu donner un petit coup de pouce aux ORE parce que c'est un outil très sympathique. Et on pense que tant qu'ils n'auront pas une exonération totale de taxes foncières, les ORE ne fonctionneront pas comme elles devraient. Donc, on aimerait bien pouvoir amplifier ce mouvement. Et pour terminer, le secteur privé, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu beaucoup de difficultés à trouver d'abord combien il y a d'argent, comment il est dépensé, alors que pourtant il y a un vrai mouvement dans les entreprises. Il est réel, on l'a vu pendant la COP. Grâce à l'implication des entreprises, on a obtenu des choses sur la cible 15 qu'on n'aurait jamais obtenues s'ils n'avaient pas été là. Donc il y a vraiment un mouvement de la part des entreprises pour réussir à calculer leur empreinte biodiversité et contribuer. Et ils n'ont pas les outils. Donc on n'a pas les outils pour recenser ce qu'ils dépensent. Et eux, ils n'ont pas d'outils vraiment définis à ce stade qui leur permettent de calculer leur empreinte biodiversité. Et donc on pense que c'est aussi un sujet très important. Il faut vraiment qu'on arrive à définir des indicateurs précis qui permettent aux entreprises de calculer leur empreinte biodive comme ils calculent leur empreinte climat aujourd'hui. Pour pouvoir faire du coup un reporting extra-financier qui soit vraiment ambitieux et qui concerne aussi la biodiversité. Et ça va notamment jouer sur leur chaîne d'approvisionnement. Et si on joue sur les chaînes d'approvisionnement, on joue sur un énorme facteur, notamment par rapport à la déforestation importée, qui est une de mes obsessions éternelles. Puisque quand j'étais DEI, j'ai fabriqué la stratégie nationale de déforestation importée à l'époque. Bref, maintenant on a un règlement européen, tout ça, donc le bébé a fait des petits, mais il ne faut pas lâcher, quoi. Et ensuite, donc, on a eu cette idée, qui se discute, d'utiliser des labels existants, et notamment le label Barre Carbone. On s'est dit pourquoi, plutôt que de recréer quelque chose, ne pas utiliser quelque chose qui existe déjà, et y intégrer des critères biodiversité qui permettraient d'élargir un label existant qui est déjà utilisé par les entreprises. Voilà, c'est une idée. Mais ce n'est... Et voilà, c'est fini. Excusez-moi, j'étais un peu longue, mais il y a beaucoup de choses à dire dans ce rapport.